Chaque jour apporte donc son lot de psychodrames, surtout à droite. Éric Ciotti exclu des Républicains, Marion Maréchal viré par Éric Zemmour à 17 jours du premier tour des élections législatives, anticipé donc du 30 juin. Le grand bouleversement des droites est en marche avec Reconquête et les Républicains qui continuent de se déchirer sur leur stratégie vis-à-vis du Rassemblement national, alors que la gauche semble s'allier largement derrière son nouveau Front populaire, même si Jean-Luc Mélenchon reste en embuscade. En face, on a donc, ou plutôt au milieu, on a Emmanuel Macron qui a appelé au cours d'une longue conférence de presse à faire corps face aux deux extrêmes, quitte à résumer ce scrutin à une opposition de 3 blocs. Stéphane Rosès est politologue, ancien directeur général de l'Institut CSA, président de la société de conseil CAP. Il a publié un essai sur les imaginaires dont nous avions parlé, d'ailleurs, Chaos, essai sur les imaginaires des peuples, aux éditions du CERF. Et Stéphane Rosès est un politologue qui analyse les choses et qui a une certaine antériorité et expérience, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est maître de conférence à Sciences Po depuis maintenant 3 décennies. Bonjour Stéphane Rosès. Bonjour Louis. Alors là, c'est un événement, c'est un moment inédit dans votre carrière, Stéphane Rosès, qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Oui, parce que le pays impose à la classe politique une recomposition nationale où on voit arriver de façon spectaculaire une formation, le Rassemblement national, qui était encore il y a une décennie ostracisé aux abords de la République et qui semble en mesure d'être majoritaire à l'Assemblée et donc peut-être d'avoir à Matignon un de ses leaders, Jordan Bardella. Vous avez un petit calepin sous les yeux. On peut le regarder parce que je vois que vous avez fait des projections sur l'hémicycle. Non, c'est confidentiel. Non, le sondeur doit être très prudent. L'ancien sondeur, d'abord, ce ne sont pas mes chiffres, ce sont ceux, des instituts de sondage dont j'ai fait un tout petit peu des petits pointages, mais si j'étais encore sondeur, je prendrais ça avec précaution. Pourquoi ? Parce que les études sont menées sur les législatives, non pas sur les candidats réels qui se présenteront, mais sur des intentions de vote national. C'est-à-dire que l'effet ancrage local n'est pour l'instant pas mesuré par les instituts. Ils ont très bien travaillé lors des européennes, on l'a vu, je rends hommage aux sondeurs, mais pour l'instant, ces mesures sont des approximations. Que disent-elles ? Elles disent pour l'instant que le RN serait en mesure d'avoir une majorité soit relative, soit absolue. Il lui faudrait environ, pour qu'elle soit absolue, 30 députés de plus. C'est là où la question de l'opération Ciotti est intéressante. 30 de plus par rapport à quoi ? Parce qu'il en a 89 aujourd'hui. Oui, non, 30 de plus par rapport au rapport de force aujourd'hui estimé par les instituts. Bon, baisse évidemment substantielle de la majorité présidentielle et un bloc de gauche qui pourrait se stabiliser, voire progresser. Alors pourquoi toutes ces réserves ? Pas seulement pour les raisons techniques de fond que j'ai indiquées, qui mésestiment l'effet notabilité qui jouerait là en faveur d'abord des LR et ensuite de députés sortant bien ancrés localement et en général venant plutôt plus de la gauche que de la majorité présidentielle. Et puis parce que les choses vont très vite. Vous l'avez dit vous-même, le Front populaire, plateforme électorale ressemblant au principe de la NUPES, mais visiblement la France insoumise et notamment Jean-Luc Mélenchon étant un tout petit peu écarté. Pourquoi ? Parce qu'ils ont bien compris
que LFI est devenu répulsif du fait de sa stratégie de l'attention dans la dernière période, sur le rapport au Hamas, enfin bref. Le président Macron, lors de sa conférence de presse, a évidemment, pour les affaiblir, mis ça en avant, mais c'est une réalité. Le vote Glucksmann et son succès a montré à quel point cette stratégie était à la fois fausse sur le fond en termes d'analyse de la période, celle de Jean-Luc Mélenchon, et puis à la fois électoralement problématique. Donc, le nouveau Front populaire semble apparaître plus modéré que l'ancienne NUPES. Bon. Donc, tout va très vite. Donc ça devrait lui faire gagner quand même un petit peu de voix sur le centre. Front populaire, oui, un Front populaire écartant Jean-Luc Mélenchon, c'est difficile. Hein. Hier, aux 20h, il peinait à se faire discret et apaisant, même s'il nous disait qu'il avait compris qu'il devait l'être. Mais bon, il se voit Premier ministre, hein, quand même. Oui, alors voilà, exemple type, et la consigne était... pour l'instant, on ne parle pas de Matignon et surtout pas de Mélenchon à Matignon. Il n'a pas pu s'empêcher hier de dire qu'il était néanmoins un candidat. Stéphane Roissès, côté droite, de l'autre côté, donc, on s'aperçoit qu'il y a quand même deux cataclysmes. Éric Ciotti, alors justement, ça rejoint peut-être votre analyse, c'est qu'Éric Ciotti fait le calcul local, de l'effet de l'ancrage local. Il a même dit qu'il pourrait se présenter sous une étiquette qui n'était pas nécessairement celle des LR. Sur son propre nom, ça suffirait peut-être à le faire élire dans les Alpes-Maritimes. Et on sait que la droite niçoise, c'est un tropisme un peu particulier en France. Et donc, est-ce qu'Éric Ciotti a fait, selon vous, le bon choix ? Alors, il y a deux choses. Il y a la dimension locale un peu prosaïque que vous avez mentionnée. Elle est réelle. À Nice, le RN explose les compteurs. Mais il y a quelque chose de plus profond que disent l'analyse précise des résultats des européennes. C'est que dorénavant, l'électorat LR et l'électorat RN sont très proches en termes d'humeur et en termes de motivation de vote. Et donc, Éric Ciotti, au-delà de sa situation personnelle locale, au fond épouse, à mon avis, mieux que l'état-major parisien, le processus par le bas, parce que ce sur quoi je voudrais insister, Louis, c'est que, comme toujours, c'est le bas qui fait le haut. Les recompositions politiques du pays en trois blocs, Front populaire, macroniste, RN, à mon avis, tout va disparaître au milieu de ces trois blocs, mais c'est le pays qui se recompose depuis la dernière présidentielle, autour notamment, selon moi, de la question décisive de la maîtrise de notre destin, ainsi sur la question première de l'immigration et même du pouvoir d'achat. C'est l'idée dans le pays que nos gouvernants doivent reprendre la main sur la maîtrise du destin, parce que l'immigration, c'est pas seulement la question économique, sociale, de sécurité, c'est aussi la question culturelle, la question des mœurs, des us et coutumes, du modèle républicain. Donc le pays demande le retour des normes dans tous les domaines, et sauf que pour redevenir maître de son destin, c'est la question de la souveraineté nationale, et à mon avis, c'est le non-dit, parce que ça peut pas être mesuré dans les sondages quantitatifs, c'est le non-dit qui travaille le pays par le bas et qui explique les recompositions du pays en trois blocs et les très grandes difficultés du président Macron et de sa majorité. Alors citons justement ces trois blocs, parce que vous expliquez, Stéphane Roissès, dans un article publié dans Marianne, ou plutôt une interview à laquelle donc vous répondez, il y a un cartel des gauches, les macronistes libéraux ou orléanistes, et puis le RN que vous qualifiez de bonapartiste. Et quand vous dites c'est le bas qui fait le haut, c'est intéressant parce qu'on a tendance à voir la vie politique uniquement sous l'angle de l'hémicycle horizontal, la représentation Absolument. De gauche à droite, alors qu'on ne voit jamais en fait la pyramide. C'est d'abord, à mon sens, une pyramide, c'est-à-dire vous avez le bas
Et aujourd'hui, c'est plutôt le RN, les gens qui sont dans une situation plutôt difficile dans la société. Et puis le haut, et le haut, on a plutôt Renaissance. Et puis en dessous, on a quand même LFI, qui est plus haut statutairement que le RN. C'est intéressant. Dans les leviers de pouvoir, en fait. C'est intéressant que vous dites oui, parce que ce à quoi je pensais initialement, c'était de rappeler, contrairement à la façon dont les Français voient les choses, que c'est le pays qui fait le personnel politique et non pas le personnel politique qui fait le pays. L'imaginaire français fait qu'on pense que le réel procède du haut, alors que le réel est agi par le bas. Ça, c'est une singularité française dans la façon des Français, dont les analystes, de voir les choses. Mais vous y rajoutez... Ce n'est pas l'État qui fait la nation, donc. Voilà, oui, c'est la pluralité de la France qui a fait l'État avant la Révolution française, et la pluralité de la France fait l'État. L'État précède la nation, mais le processus historique et réel, c'est que c'est la diversité de la France qui fait la construction de l'avenir et ce qui nous tient ensemble. Donc, quand, comme analyste, je regarde ce qui se passe, j'observe les recompositions politiques comme une sorte de sismographe des phénomènes de fond du pays. Et quand je vois que le RN à ce point progresse, je me dis, le RN n'est plus néofasciste, il est devenu bonapartiste dans les déclarations et écrits de ses dirigeants, dans son programme et projet, et dans la composition de son électorat. Donc, comme analyste et comme citoyen, c'est ça que nous devons mettre en avant. Vous y rajoutez une autre analyse, Louis, qui n'est pas contradictoire et qui est parallèle et qui est intéressante, qui est de dire, au fond, le pays, c'est les marges, les périphéries, le bas, le RN, et puis... en haut, il y a les formations classiques, traditionnelles. C'est une corrélation, nos deux analyses, qui est peut-être même une causalité, j'en suis d'accord. Qu'est-ce que vous dites, Stéphane Rosès, sur Emmanuel Macron? Est-il un accélérateur, en fait, du lepénisme? Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'il a été? Est-ce que son mandat a abouti finalement à porter au pouvoir ce contre quoi il aurait dû être l'antidote? Oui, alors j'aime pas le terme lepénisme justement parce que depuis non pas ces européennes mais les précédentes européennes, je ne qualifie plus le FN devenu RN de néofasciste, d'anti-républicain, de raciste et d'antisémite, mais de bonapartiste comme le RPF sous la 4e ou le premier RPR. Mais vous avez raison, quand Emmanuel Macron se fait élire, il dit un truc incroyable devant le Congrès. Il dit « Le premier mandat que m'ont confié les Français, c'est de restaurer la souveraineté nationale. » Et il dit « Je vais faire baisser le RN. » Et donc, j'avais dans un entretien avec Marcel Gauchet utilisé l'expression Aladin de l'imaginaire français, parlant du nouveau jeune président. Il a libéré Emmanuel Macron le fait qu'il était possible contre l'ancien monde de redonner le pouvoir au peuple. C'était son livre Révolution. Sauf que quand Angela Merkel lui dit qu'elle ne va pas bouger les lignes en Europe, il en revient aux propos de ses prédécesseurs. Mais en même temps, il a libéré quelque chose, et au fond, comme Aladin, ce que je disais à l'époque, il ne peut plus remettre lui, s'il a libéré dans la lampe. Bon, et donc c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que la progression du RN vient de l'expérience collective des peuples, et le peuple français se dit, ce jeune président nous avait dit qu'on allait reprendre la prise sur notre destin, ce n'est pas le cas, et dans le même temps, Marine Le Pen a fait muter le RN, et il n'y a qu'une seule loi, Louis, en sciences politiques, qui se rapproche de l'axe de gravité politique de l'imaginaire de son peuple.
se renforce, qui s'en éloigne s'affaiblit. Le RN s'est rapproché de l'imaginaire français sur la nation et la République et son point d'équilibre, la question sociale, la question nationale. Le président Macron s'en est éloigné. C'est ça qui travaille, au fond, la recomposition de la classe politique qui procède du bas des expériences des Français. Et quand ils en ont l'occasion, ils donnent leur avis. Ils ont donné leur avis lors des européennes, c'était un enjeu européen. Ils vont redonner leur avis lors de cette dissolution. Ce qui est intéressant, Stéphane Rosès, évidemment, dans cette analyse, c'est cette permanence des imaginaires. C'est malgré, en fait, l'écume des choses, malgré tout ce qu'on peut dire, tout ce qui peut s'interférer, il y a une sorte d'esprit qui nous habite, une sorte d'inconscient collectif qui fait que ça reste, en fait, notre repère principal dans nos actions. Oui, absolument. Malgré nous. C'est-à-dire que un peuple, c'est comme un individu, il a un inconscient collectif. Et l'analyste que je suis depuis 40 ans doit essayer de le comprendre. Ainsi, une dissolution, c'est un rite très particulier et dont le président Macron n'a pas pris la mesure parce que dès maintenant... il a un problème. Quand on rend la parole au peuple, c'est pas les députés, c'est le président qui rend la parole au peuple. Et donc c'est au président de s'expliquer. J'avais travaillé confidentiellement pour Jacques Chirac lors de la dissolution de 97. Villepin avait dit aux journalistes qui avaient écrit l'histoire secrète de la dissolution que c'était pas lui le responsable de la défaite, c'était Pinon, qui n'avait pas écouté mes préconisations à partir d'une étude qualitative confidentielle. J'étais au courant 3 mois avant, où il en ressortait que c'était à Chirac d'être en première ligne. Et Pinon avait convaincu Chirac de se mettre en retrait. C'est amusant, parce qu'Édouard Philippe vient de dire, comme son mentor Juppé, c'est pas au président Macron d'être en première ligne. Bah, pourquoi ? Parce qu'ils ont compris que l'impopularité du président Macron n'aidait pas les députés. Oui, mais c'est le président Macron qui a dissous, donc c'est à lui de s'expliquer. Voilà la terrible contradiction dans laquelle se trouve le président Macron, c'est-à-dire que s'il parle, il cristallise contre lui, mais s'il ne parle pas, ça veut dire qu'il n'a rien à dire et qu'il n'y a aucune raison de voter pour ses députés. Stéphane Rosès, Emmanuel Macron compte bien y aller et il pense bien gagner. Il pense que ça va fonctionner parce que sinon, il n'aurait pas pris cette décision. Oui, je me souviens d'une discussion que j'avais eue sous Nicolas Sarkozy avec Marcel Mouchet. C'était à la suite d'une baroquerie du président Sarkozy. Et à un moment, on éclate de rire parce qu'on convient que nous, analystes, on a toujours tendance à prêter des pensées machiavéliennes aux dirigeants. Mais il y a aussi les aspects émotionnels. C'est-à-dire qu'on est, nous, analystes, comme des cartésiens ou des machiavéliens, essayer de comprendre les raisons. Mais il peut aussi y avoir des dissolutions de fierté blessée. En tout cas, si le président Macron avait réfléchi un tout petit peu, ce dont on parle là aurait été, me semble-t-il, d'évidence et la raison aurait prévalu. Mais pareil, dans la façon dont il a mené la présidentielle, qui l'a empêché ensuite d'avoir un lien avec les Français et de mener une campagne législative, qui l'a empêché d'avoir une majorité. Quand j'entends, au fond, cette dissolution, il referait comme lors des législatives, où il a parlé 3 fois et il n'a plus une majorité. Là, ce qui se joue, encore une fois, c'est une disparition ou une relégation de la majorité présidentielle en 3e force
au Parlement. Donc ça veut dire Est-ce que le président pourra rester dans ces conditions? C'est la question. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que justement en tirant d'une certaine façon sur son propre camp, et ces députés aujourd'hui sont, j'allais dire, ce ne sont pas des députés, sont des dépités vraiment par la dissolution décidée par leur président, le président de la République. Aujourd'hui, que pourrait-il advenir de cette future chambre, Stéphane Rosès? Est-ce qu'on sait déjà quelle pourrait être la couleur d'un Premier ministre, ou même quel profil de Premier ministre? Est-ce que ça a une importance même? Louis, soyons prudents, c'est l'ancien sondeur qui parle. Si j'étais encore en responsabilité de sondeur, c'est-à-dire d'être une sorte de personne crédible à partir de ces chiffres, cachés ou non, enfin confidentiels ou non, je ne serais pas du tout entrer dans ce jeu. Mais soyons prudents, évidemment. Il pourrait y avoir une surprise faisant que le RN n'ait pas une majorité absolue ou même relative. Soyons très prudents. Mais imaginons, rentrons dans le scénario qui se présente comme possible de Bardella à Matignon. Nonobstant la situation intérieure, voyez-vous le président Macron avec Jordan Bardella dans des sommets internationaux, dans les cohabitations qui ont lieu dans le passé, les présidents, les premiers ministres étaient suffisamment compatibles pour aller à deux. La formule, si ma mémoire est bonne, c'était une seule voix, deux bouches. Ouais, là, il y aurait deux voix et deux bouches, ou en tout cas, même si ils arrivaient à se mettre d'accord sur quoi dire au plan international et lors des conférences de presse, le président serait dans une situation psychologique et d'image terrible. En un mot, imaginez aussi qu'il n'y ait pas une majorité, qu'il n'y ait qu'une majorité relative à l'Assemblée. Mais cette décision est tout à fait cataclysmique dans ses effets pour le pays. Enfin, mieux vaudrait une majorité absolue que, à nouveau, le spectacle indécent qui a été celui de l'Assemblée nationale dans la dernière période. Merci Stéphane Rosès, merci beaucoup pour ces analyses. Alors on voit bien que cette situation est loin d'être dénouée, et que le caractère prédictif, là pour le coup, bien malin, celui qui peut quand même dire ce qui va se passer. Voilà, il y a des tendances, mais on n'a pas précisément ce que ça va donner. On aura l'occasion de s'en reparler et de se revoir à ce sujet. Je rappelle que vous êtes politologue, que vous présidez la société de conseil CAP, ancien directeur général de l'Institut CSA, maître de conférence à Sciences Po depuis 3 décennies, ainsi que je le disais. Vous avez également enseigné à HEC. Vous êtes aussi éditorialiste et vous intervenez régulièrement dans les médias. Et merci d'être venu chez nous ce matin. Merci. À bientôt.